Bienvenue à ce premier podcast, le podcast éphémère. Donc, on a commencé ça l'année passée. Et puis là, on est avec deuxième saison. Je pense que ça a bien été. J'imagine que le monde a aimé ça. Quand tu nous rappelles habituellement, c'est parce qu'on a eu une bonne note. Et puis, première invitée de cette shot-là, Michel Bordelot. Michel, un ami, premièrement. Un ami de quand même de longue date. En tout cas, pour ma part. Bon, tu vois, ça part très mal. Ben oui. Mais oui, un ami qui a été jadis mon idole, une de mes premières idoles de musique trad, qui s'est transformé en un très bon ami. On joue de la musique ensemble. Et puis, on a eu l'idée de t'inviter à cette série de podcasts-là pour cette année, parler du festival, parler, en tout cas, de plein de trucs par rapport au festival, par rapport à toi. Fait que, bienvenue, Michel. Merci, Jean-François. C'était un honneur et un grand plaisir. On va essayer de pas trop cabotiner ou... ça va être difficile. Ouais, c'est ça. On devrait y arriver. J'ai mes feuilles. Tiens-toi-en tes feuilles. Fait que, mais écoute, je voulais commencer, je voulais qu'on jase un peu, puis je vais probablement en apprendre, parce qu'on s'est jasé un peu, toi puis moi, souvent, on a eu des runs de chars à faire. Mais, assez régulièrement, oui, assez souvent, des bonnes. Mais pour le monde, je voulais faire un topo de toi en partant, de toi le musicien et, dans cet univers-là de trad, puis après ça, on rentrera, si tu veux, plus dans le éphémère en tant que tel. Bien sûr. Mais je voulais savoir, en fait, toi, ça part de où le trad? Tu sais, dans ta famille, mettons, si tu recules là, dans le temps où tu étais petit Michou, c'était-tu de quoi d'implanter un peu dans la famille ou comment c'est arrivé, en fait, le trad par rapport à ta vie? Là? Comment ça... Chez nous, il n'y avait pas de référence trad. À la maison chez nous, puis dans la famille proche. Y avait-tu des musiciens? J'avais une tante qui jouait de la musique, puis ça se retrouvait souvent dans les parties, dans les rencontres de famille. Mais tu sais, ça jouait un peu toutes sortes d'affaires, chansons françaises. C'était pas nécessairement du trad. Là, c'était pas... Fait que ça arrivait pas souvent. Les fêtes de famille, il y en avait, mais c'était pas à tous les semaines. Mais je pense que le goût premier de la musique, pour moi, ça a été transmis par ma mère, qui adorait la musique. Il y avait une table tournante à la maison. Tous les disques, c'est maman qui les achetait. Elle adorait ça. Toutes les émissions, à l'époque, il y avait à la télévision, des émissions de country qui venaient des États-Unis, qui mal écoutaient. Tout le temps ça, était une maniaque de musique. Elle avait appris du piano un peu au couvent quand elle était petite. On avait un piano à la maison. Ouais, fait que j'ai commencé à pianoter un peu par plaisir, tout ça, mais c'est le plaisir de ma mère, de la musique, qui nous a poussé un peu parce qu'on était trois, chez nous, 3 enfants. Moi, je suis le plus jeune. Et puis, elle nous a toutes fait apprendre à peu près la guitare. Peut-être pas ma sœur, mais mon frère y a passé, moi j'y ai passé vers l'âge de 12 ans à peu près, dans ces coins-là, 11-12 ans. Il y avait la guitare à mon frère, il avait pas accroché là-dessus, il était resté dans le garde-robe. Comme ma mère, attends-tu d'apprendre la guitare? C'était comme à nous pousser un peu. Qu'elle serve un peu, que l'investissement, finalement. Et puis ça avait sauté par-dessus ma sœur, qu'elle a traîné là juste plus longtemps. Puis, c'est ça. J'ai suivi des cours de guitare pendant à peu près 1 an et demi, mais je trouvais ça ardu. J'ai pas accroché à ce moment-là. C'est la musique. Non, pas tant. J'ai laissé la guitare dans le garde-robe et c'est la rencontre. Après ça, mes parents ont acheté au Lac-des-Français un chalet qui était voisin du chalet des parents de Paul Marchand. Ah ouais, OK. C'est là que j'ai fait, à l'âge de 14 ans à peu près, on s'est en allé au chalet premier été. Ça me tentait pas tout d'aller là. Puis là, elle me dit, ma mère, elle me dit, il y a un petit gars qui reste à côté, un petit blond, tu vois, il a le même âge que toi. Y avait-tu déjà une moustache? Oui, de très grosse moustache. Non, absolument pas. Mais Paul était blanc à cette époque-là. Là, c'était comme... Et puis, tranquillement, on a appris à se connaître. On passait tous les deux les étés là. Fait qu'on a appris à se connaître. Puis, il y avait, dans le haut de la côte, en arrière de chez Paul, il y avait un petit cabanon. Il y avait un cabanon, les autres. Puis Paul s'était fabriqué une espèce de drum avec des bois de carton, puis tout ça des assiettes de métal, un drum inventé. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, j'ai une guitare chez nous, tu sais. Ça a été l'élément déclencheur. T'avais quelqu'un avec qui jouer? Exactement, c'était ça, je pense, qui me manquait. C'était la motivation d'avoir quelqu'un, puis de ne pas être pris dans un cadre non plus. Ouais. Là, on a passé nos étés. Moi, j'en ai ma guitare. Paul était sur le drum. On a passé nos étés. On était
on partait de zéro, là, toutes les deux, malgré le peu de cours de guitare que j'avais eu. Et puis, on a passé cet été-là à jouer de la musique, à faire nos classes. C'était vraiment, à apprendre des accords, à essayer des... Non, cette tune-là, ça serait le fun, mais on était vraiment sur le... Puis Paul, il jouait-tu de la guitare? Parce que Paul, à ce moment-là, non. Hein? Non, il jouait pas à ce moment-là, non. Lui, c'était la percussion qui l'intéressait à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, avec cette rencontre-là, moi, la musique, ça a pris toute la place dans ma vie, avec la rencontre de Paul. Et à partir de ce moment-là, on est devenus des inséparables. Et puis, été comme hiver, parce que l'hiver, on revenait chacun dans nos maisons. Lui, il restait dans le Christ-Roi. Moi, je restais dans Saint-Charles-Borromée. Fait que, été comme hiver, on était toujours en communication. Les fins de semaine, on se voyait tout le temps. Paul, à un moment donné, a switché sa guitare. Et Paul, il a progressé d'une façon hallucinante, sa guitare. Il avait vraiment un grand talent. Puis là, c'était le fun parce que cette connivence-là qu'on avait ensemble, c'était on se montrait, on passait du temps chez nous, chacun nos affaires, on apprenait des affaires, on arrivait ensemble, on se les montrait. J'ai passé mon adolescence, moi, à faire que de la musique. C'était ça, moi, toute l'adolescence. Musique. Toutes les fins de semaine, avec Paul, ils venaient chez nous, j'allais chez eux, on ne faisait que ça. Puis là, t'étais-tu encore à la guitare? Oui, on était tous les deux sur la guitare. Puis là, moi, le côté percussion a pris la place tranquillement. J'ai intégré ça tranquillement. Parce que de toute façon, moi, j'étais un tapocheux. J'ai tout le temps tapoché toute ma vie. Fait que c'est surprenant que ça n'ait pas été mon instrument premier. Fait que Paul a complètement délaissé les percussions. Moi, j'ai repéré de la percussion. Il y avait les guitares chacun. Puis à un moment donné, ses parents ont voulu faire une surprise à Paul, un Noël, sans lui en parler. Ils ont acheté une mandoline. Sans lui en parler. Quelques années après notre rencontre. Puis là, mon il reçoit ça. Puis là, la semaine d'après, je me retrouve chez Paul, comme on avait l'habitude à toutes les semaines de se voir. Puis il me montre ça, regarde le cadeau. Paul était content, mais c'était... Ça y parlait pas trop. Ça y parlait pas trop. Mais moi, ça a été révélateur. Ah ouais, fait que la mandoline... Parce que dans notre duo de guitare qu'on faisait pas de trad à cette époque-là, c'était du chansonnier, c'était du Jimmy Bertrand, Beau Dommage, tout ça. Moi, j'étais tout le temps celui qui faisait les mélodies. Ouais. Je piquais des solos, je piquais des mélodies. Fait que déjà, ce côté-là, mélodiste, je l'avais. Ouais. Plus que de l'accompagnement. Puis Paul, il performait tellement dans l'accompagnement qu'il n'y avait pas de problème. Fait que moi, la mandoline, quand je suis tombé avec ça, ça a été « wow! Ben oui. » Là, je me suis mis... C'est devenu mon instrument premier, je pourrais dire. Sans délaisser la guitare, mais c'est devenu mon instrument premier. Fait que là, tu t'es mis à jouer de la mando. Puis là, le violon est arrivé un peu plus tard. Le violon est arrivé à l'âge de 18, 19 ans. Beaucoup plus tard, en découvrant tranquillement la musique traditionnelle, parce qu'on a passé... Oui, c'est ça. Il s'est fait un mix. Il s'est passé de quoi à un moment donné pour que tu aboutisses à un moment donné dans la bottine? Oui, mais on a eu un bout chansonnier, moi puis Paul, dans nos premiers temps. Faisiez-vous des shows, mettons? On avait fait quelques shows, mais on était mineurs. Fait qu'on pouvait pas... Mais on a fait quelques Saint-Jean-Baptiste locales, des affaires comme ça, mais c'était vraiment pas gros. Ouais. On s'est formé un groupe après ça. Là, on faisait vraiment harmonium, Beau Dommage, j'étais avec un flûtiste, un bassiste. Michel Robillard, qui était mon premier grand chum d'époque. On était tout petits, on vivait un côté de l'autre. Fait que lui, c'était vraiment mon premier grand chum, mais qui se destinait pas à la musique. Mais on a dit, toi, tu t'embarques avec nous autres. On cherchait un bassiste. Il s'était fait acheter une basse. C'était vraiment au début de l'adolescence. Puis là, moi, sa basse était tout le temps chez nous à peu près. Moi, j'apprenais toutes les lignes de base. Moi, parce que c'est ça, j'aime la basse quand même. Oui, beaucoup. Pour avoir travaillé sur d'autres projets, des fois, tu as des lignes de base souvent qu'on se proposait. Je remontrais les lignes de base à Michel après ça, puis je retombais sur mes instruments. Ça. Fait que ça a été vraiment une époque effervescente. Et c'est générateur de plaisir, de l'adolescence, quand t'as une passion. Puis tu découvres de quoi avec du monde aussi qui trippe aussi, comme ça. Puis t'as tout ton temps. À part l'école, l'été, t'es en vacances. Écoute, c'était que de la musique. Et puis après ça, en vieillissant un peu, quand on a pogné l'âge de 17, 18, l'entrée au cégep, tout ça, là, on a commencé à avoir plus de liberté, Fait que là, on s'est mis à jouer un petit peu plus d'un bar en duo, en trio. Et puis là, on a connu la gang de trad qui venait plus des montagnes, qui venait plus Saint-Patrick, Saint-Jean-de-Mata. En tout cas, tout était... Et puis là, Denise Levac, à l'époque, j'ai rencontré Denise. Et puis là, ça a été la révélation. Là, on se faisait inviter dans des parties. Il y avait beaucoup de parties de musique, de trad. À l'époque, ça se faisait beaucoup dans les maisons encore, mais des plus jeunes, la jeune génération.
Fait que là, on a découvert ça, puis là, ça a été un coup de cœur. OK. Fait que là, on s'est mis à focusser de plus en plus sur la musique traditionnelle. Mais c'est l'âge de vers 17-18 ans quand même. Fait que c'est pas... Là, quand tu faisais, mettons, de l'harmonium, puis tout ça, tu jouais de la guitare, tu avais ta mando, mais tu rilais pas encore. C'était pas dans... Non. Fait que de la mandoline, en fait, Jimmy Bertrand, il avait Jimmy quand même de la Bertrand, mando. exactement. C'est là que j'en faisais. C'est là que j'en faisais. Puis quand on a commencé à intégrer tranquillement la musique traditionnelle, ben là, c'était la mando. Moi, je jouais les rills, la mandoline, tout ça. Puis là, je faisais de moins en moins de guitare. C'était de plus en plus... Chantais-tu dans les On chantait tous les deux. Ouais. On chantait tous les deux, moi puis Paul. Paul était... Moi, la chanson, c'était un processus lent et difficile. Ouais, d'aborder ça, puis de me sentir à l'aise avec ma voix, de chanter. C'est quoi qui te mettait pas à l'aise? Surtout quand je suis passé à la musique trad, parce que moi, je pense dans la musique pop, j'avais une voix qui était vraiment plus... Je chantais du harmonium, je chantais du Jimmy Bertrand, ça marchait, j'harmonisais, j'avais une facilité dans l'harmonie. Fait que ça me plaisait bien, puis je sentais pas trop de difficultés, mais on dirait que probablement que je me suis inventé un cadre dans lequel la musique traditionnelle doit se faire. Puis c'est un cadre qui est la référence de ben du monde, je pense, quand on commence. Il faut que ça sonne comme un vieux, il faut essayer de se rapprocher de la source, il faut essayer de faire ci, tout ça. Puis j'avais l'impression de vouloir transformer ma voix, qui était plus la mienne, qui n'était pas la mienne. T'entendais les André Marchand, qui ont des voix... typiquement, c'est ça. Fait que, on s'associe aussi. La voix de Yves, c'est une voix, mais Yves, il n'y a pas nécessairement une voix de chanteur traditionnel à la base, mais quand c'est ça ta référence, ça devient ta référence. À un moment donné, on écoutait, c'est la bottine, on l'écoutait beaucoup, avant de commencer à élargir son spectre sonore puis de découvrir plein d'autres bands, plein d'autres affaires. Puis à cette époque-là, au Québec, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de choses en disque, à part qui avaient été mis dans les années 50, La Famille Souci, et tout, on recule dans le temps. Fait que les références, il n'y en avait pas tant non plus, Fait que c'était ça, c'était la bottine. Fait que c'était les voix qu'on entendait là. Puis moi, j'essayais de chanter. Il y a une période où tu essaies de chanter comme eux autres. Puis là, à un moment donné, tu t'aperçois que c'est pas toi, c'est pas ça. Fait que ça a été là. Mon processus a été là avant d'accepter que moi, je chante comme je chante. Puis j'ai pas une voix trad, mais aujourd'hui, pour des gens, j'ai une voix trad. Mais pourtant, en fait, ça repose sur quoi, une voix trad? Ça repose sur c'est sûr. Non, c'est exactement. C'est des genres de stéréotypes, mais je te dirais que ta voix a ouvert En fait, je pense que ça a donné la possibilité aux jeunes musiciens, comme de mon âge, mettons, parce que ça paraît pas, on en parlait tantôt, on a les cheveux quasiment de la même couleur, mais j'ai quand même une couple d'années de moins. Puis pour vrai, je me rappelle, mettons, quand moi j'ai commencé avec les langues, puis qu'à un moment donné, je jouais avec Nico Pellerin, des fois on jouait à deux, puis moi j'étais Yves, puis Nico, il était toi. Ah oui, c'est ça. Moi, ça, je me souviens, tu m'avais raconté. Nico faisait tes harmonies, mais c'est que Nico, il avait une voix quand même plus pop aussi, ou plus, tu sais. Puis moi, je sais pas. En tout cas, moi, je m'associais à Yves, puis j'écoutais beaucoup de bottines. Fait que, tu sais, t'as ouvert, je pense, en faisant ça, l'accessibilité, en fait, aux autres à chanter. Démocratiser, peut-être, un type de voix, mais qu'il y ait une acceptation. Tu sais, c'est que t'es rentré dans la bottine aussi, puis ça. Fait que je pense qu'il y a eu un... Oui, on peut, puis, tu sais, c'est pas gênant. En tout cas, je pense que t'as ouvert de quoi en chantant, parce que c'est ça. En tout cas, ça l'a ouvert, j'imagine, à beaucoup de monde. Fait que, en même temps, t'écoutes les vieux albums, les 78 tours, ou peu importe quoi qu'il y a eu avant la bottine. On parle des années 60, 50, tout ça, en reculant. Mais il y a tellement eu de tendance de chanter. La musique traditionnelle, c'est une musique qui s'adresse à tout le monde. Fait que, peu importe comment tu chantes, t'as ta place. T'es en quelque part. Fait que peu importe le style, la voix. Puis quand t'écoutes ces albums-là qui ont été faits, les 78 tours, t'as eu des chanteurs classiques qui ont fait du trad, t'as eu de tout à une certaine époque. Mais on dirait que ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas trop... On est moins au courant de tous ces passages-là que la musique traditionnelle a traversé, tout ça. Puis là, on prend ce qu'on a à notre temps. À mon temps, moi, c'était la bottine. Fait que c'était ça, mes références. Et je regardais pas ce qu'il y avait eu avant. Fait que des fois, ça nous arrête un peu de s'en tenir à nos références, plutôt qu'aller voir avant, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des affaires folles qui se sont passées. Les Montagnards Laurentiens, saxophone avec M. Beaulieu, tout ça. C'était éclaté. Ça se permettait plein de choses.
Puis il y a eu une époque où on dirait que ça s'est resserré pour essayer de retourner aux sources, d'essayer de se rapprocher de ce que c'était à la base. Puis aujourd'hui, la musique trad est éclatée. Là, je veux dire, il y a de tout. Il y a de tout pour exact. tout. Là, c'est ça. Puis y a-tu, mettons, dans tout ça, t'as-tu des personnes qui t'ont influencé, qui ont été marquants, mettons, au niveau musical, peut-être au niveau aussi du répertoire chanté, mais y a-tu un musicien qui t'a influencé? Puis là, genre, at large, là, dans le sens, pas nécessairement un musicien de trad, mais y a-tu quelqu'un, ça peut être autant, genre, à la limite... un musicien irlandais ou un genre de Jean Carignan ou y a-tu quelqu'un qui t'a influencé dans tout ça ou qui qui ressort un peu de là je pense surtout au jeu que t'as, puis peut-être là aussi pour la chanson, pour la voix, en tout cas je te lance la question. Ouais. Mais tu sais, si je vais la prendre différemment comme tu me l'envoies, quelqu'un qui m'a influencé. C'est sûr qu'au travers le processus de l'apprentissage de l'instrument, parce que ça finit jamais, on dirait qu'on est tout le temps, on peut toujours être en apprentissage. Il y a toujours eu des périodes où je me suis attardé sur tel joueur de violon parce qu'il y avait... j'ai jamais été un gars qui un adorateur unique. T'es d'un personnage, un idole, puis que c'est mon idole. Moi, j'ai eu plusieurs petits idoles, tu sais. Puis dans le fond, ces idoles-là, ils me servaient juste à progresser à travers l'apprentissage de mon instrument. Ça m'a fait plaisir, Michel. Hein, ça m'a fait plaisir. Non, mais il y a eu Pitou Boudreau parce que j'aimais telle affaire de Pitou. Je ne voulais pas jouer contre Pitou. Il y avait telle affaire que j'aimais de Pitou et j'essayais d'aller à chercher ça. Jean Carignan, la même chose. Il y en a eu plusieurs comme ça, mais pour telle chose particulière qu'il faisait, que j'avais envie de me rapprocher de ça. Pas de me rapprocher du jeu complet. C'est ça. Mais... Et puis c'est ce qui a développé avec le temps mon jeu à moi. Mais je te dirais que des personnages marquants pour moi, c'est les gens, beaucoup plus les gens avec qui j'ai joué avec, que j'ai partagé de la musique avec ces gens-là. Ça, c'est devenu des gens marquants. Surtout à une époque, je te dirais l'époque avant d'arriver dans la bottine souriante et les débuts de la bottine souriante. Ce 3, 4, 5 ans-là, je te dirais entre 84 et 89, là, ça a été une époque musicale, mis à part celle avec Paul dans l'adolescence, qui était complètement le fun. Là. Mais ce 4-5 ans-là, avant la bottine et les 2-3 ans qui ont suivi, c'était la rencontre avec André Marchand, que c'est devenu un partner de musique absolument incroyable. Des années d'écart nous séparaient en âge, mais musicalement aussi, il y avait beaucoup plus d'expérience que moi quand on s'est rencontrés, mais cette rencontre-là il y avait comme un côté fusionnel, c'était comme, on n'avait pas besoin de se parler, on filait les choses de la même manière, on a passé énormément de temps à jouer de la musique ensemble, juste chez eux dans le salon, juste pour le plaisir, puis on se tapait, on s'enregistrait, on était tout le temps dans beaucoup de la création énorme, beaucoup. Puis avec Yves aussi, à cette même époque-là, ça a été la rencontre de ces deux-là à peu près en même temps. Et de là est arrivé les nouvelles sonorités Jolietaine, dans lequel je me suis intégré, qui était un groupe parallèle à la bottine. Il y avait quelques membres de la bottine qui ont parti ce groupe-là. Et ils se permettaient de faire tout style confondu, que ce soit du jazz, du blues, tout ce qu'ils aimaient, dans le fond, comme musique, qu'ils ne pouvaient pas faire dans le cadre de la bottine souriante, qui était que de la musique traditionnelle. Cette band-là leur permettait, il y avait comme une porte ouverte sur tout. T'sais. Fait que là, ça a été des années de musique, ça, qui m'ont... ça a été parfait. C'était grand plaisir. Fait que c'est ces gens-là, plus... qui m'ont influencé. Yves avec tout son côté musique klezmer, musique d'Europe de l'Est. Il était très intéressé par tout ça. Moi, j'arrivais en mandoline là-dedans, puis il y avait des albums de mandoline de ces styles de musique-là. Il me faisait découvrir ça, j'apprenais ça. J'avais un grand plaisir. Avec André, c'était autre chose. On tombait plus sur la compréhension de la musique, comment bâtir une toune, comment on... Les deux étaient vraiment complémentaires, puis c'était parfait. C'était vraiment plaisant. Cool. C'est cool. On a fait du charme, mais tu vois, j'en apprends encore. J'en apprends encore sur toi. Puis, en fait, si, mettons, là, on s'en va, on se rapproche tranquillement du
en fait, du festival, puis tu vas voir pourquoi, là, ma question. En fait, je voulais savoir, toi, mettons, je pense que tu es un gars curieux là, dans la vie. Tu aimes ça. Ouais. Il t'arrive-tu encore, mettons, t'es-tu encore des fois à découvrir de quoi, tu sais, mettons, à chercher de la nouvelle musique ou à être ouvert à tout ça, tu sais, des nouveaux bands, t'écoutes-tu encore? Parce que des fois, il y a des musiciens qui font du trad, mais qui en font tellement dans la vie, beaucoup, qu'ils compensent en écoutant vraiment autre chose, puis en écoutant quasiment plus de musique trad, tu sais. Je connais bien tu sais, on en connaît tous de nos chums qui, comme... dans la vie, on n'écoute pas parce qu'ils en font tellement que... Mais toi, y a-tu quelque chose qui comment tu fais pour découvrir des nouvelles affaires? C'est-tu du monde qui t'en amène? C'est-tu toi qui cherches? T'as-tu... Je vais t'avouer que j'ai eu une époque chercheur énormément, une certaine époque. Une curiosité complètement ouverte. Des vieilles affaires ou des nouvelles? De ou tout, de tout? C'était de tout à cette époque-là. Mais c'est drôle, mon rapport avec la musique écouter de la musique pour écouter de la musique, juste comme ça, simplement, comme Monsieur Tout-le-Monde, disons, je le fais pas. Je le fais pas beaucoup. J'ai toujours un rapport avec la musique pour l'apprentissage. On dirait que tu fais pas la vaisselle en mettant, genre, je mets... J'écoute jamais de musique chez nous, ça. Très rarement. J'aime beaucoup le calme, j'aime beaucoup le vide. Les lieux où la musique est ultra présente, partout, ça vient que ça me fatigue. Curieusement, c'est drôle à dire, là, mais... C'est vrai que dans un char, on n'en met pas de musique, rarement, en fait. Moi, j'en mets jamais de musique chez nous. Puis dans mon char, non plus. Ouais. Quand j'écoute de la musique, c'est toujours parce qu'il y a un but que je veux apprendre quelque chose ou que je prépare un spectacle, puis là, pour la pratique. Ouais. Mais pour moi, c'est pas aride de l'écouter la musique de cette façon-là, c'est un plaisir. Ce mode-là, je l'aime. Ouais. J'aime pratiquer, j'aime passer du temps à écouter ce que je vais avoir à faire. Te connaissant, tu es à 100% là-dedans, justement. Je pense qu'il y a peut-être un côté que... Parce que, pour te connaître, là, tu dois, quand tu écoutes, c'est ça, c'est pour être à 100% là. C'est pas pour être à 50% en train de faire une autre affaire, de la musique qui joue. Ça fit avec, fit avec le gars. Oh, oui, ça fit avec le gars. Puis c'est drôle parce que je regarde ces temps-ci, là, je retombe dans toutes les compositions que j'ai faites depuis presque 40 ans, et puis je regarde un peu les époques, les différentes époques de mes compositions, tout ça, puis c'est curieux, je m'aperçois que celle qui me parle le plus encore, c'est la première époque. Ouais. C'est pas c'est pas les airs que je compose récemment, c'est ceux de la première époque. Parce que moi, j'ai pas, contrairement à plein de joueurs de violon ou de plein de monde dans le trad, quand tu vas dans des jams, puis là, ça joue des airs de violon, ça joue, ça peut jouer une veillée, ça peut jouer 60, 70 airs, 80, peu importe le nombre d'airs, mais là, moi, il y en a, avec le temps, il y en a plein que je sais, oui, sûr, mais il y en a plein que j'ai pas appris, puis, j'ai jamais été la personne qui s'est assis pour apprendre des airs. Moi, je me suis assis pour essayer de jouer du violon. Mais pas dans le but d'apprendre des millions d'heures. Fait que j'ai pas un... Oui, avec le temps, je pense que j'ai quand même un bon répertoire, mais ça n'a jamais été ça mon but. Et puis même que j'ai commencé à jouer du violon, puis j'écoutais presque... J'avais juste envie de composer des airs. C'était ça qui me fascinait le plus, c'était d'inventer de la musique et non pas d'apprendre ce qui avait déjà été fait. Puis quand je réécoute mes tunes d'une certaine époque, je m'aperçois à quel point j'étais détaché au niveau de la création, de ce qui se faisait. Fait que j'avais un esprit libre. Je m'en allais dans toutes sortes de directions. Je changeais de tonalité, je rajoutais des temps. Dans ma tête, j'avais pas un cadre établi parce que j'avais tellement écouté de musique que c'est ça qui m'inspirait. Non, c'est pas la musique que j'écoutais qui m'inspirait. C'était juste un esprit libre qui avait envie de composer. Fait que j'ai composé plein d'affaires, j'ai l'impression qu'ils ressemblent pas à rien. Ouais. Qui ont leur particularité. De temps en temps, c'est dur à t'accompagner. Leur façon de faire. Tu sais, c'est ça, il y avait une façon de faire. Puis, au fur et à mesure que j'ai progressé dans le violon, je me suis même écouté plus, je me suis mis à m'intéresser. La musique irlandaise a pris, m'en est toute la place. Ouais. Ça m'a fasciné. Et puis là, dans mes compositions, là, je réentends des choses qui existent, des patterns, des virages, des tournures de phrases. Là, je sens que la musique m'a influencé
Mais quand je dis ça, c'est pas nécessairement dans le bon sens. C'est que je me suis mis à refaire des choses qui existaient. Je me suis encadré. Mais l'époque où j'étais libre, quand je dis libre, c'est que je me sentais pas encadré dans rien. Ça, pour moi, c'est la plus belle époque de création que j'ai eue. Tu m'as donné à un moment donné un très bon... un genre de conseil, en fait, que je m'a dit, tu me diras si tu t'en rappelles, mais pour vrai, moi, c'est de quoi que j'ai retenu... que j'ai tout le temps retenu de toi, en fait, là. Parce qu'à un moment donné, on se parlait, tu sais... Parce que moi aussi, j'ai appris la musique avec la contrebasse, puis j'ai étudié la musique, mais le violon, je l'ai appris par moi-même. Puis, tu sais, là, bon, il y a mon histoire de petits doigts, tu sais, que je jouais ma main gauche différemment. Puis, à un moment donné, on se parlait de ça, puis, mais tu sais, ça remonte à vraiment longtemps, là. Puis tu m'avais dit, tu sais, parce qu'on se parlait justement que tout le monde repiquait, mettons, tu sais, il y a, je sais pas, il y a André Brunet qui a fait, tu sais, beaucoup pour qui fait encore beaucoup pour la musique, mais tu sais, on voulait tous apprendre des rilles avec André. Tu sais, il a donné des cours, on repiquait des... Puis même, tous les violonneux, à un moment donné, repiquent, puis même pour la bottine, mettons, on disait, bon, ben on repique le rille du voyageur, ben c'est version bottine. Le forgeron, c'est version bottine. Telle affaire. Tu sais, c'est ce qui a donné une uniformité un peu dans la manière de jouer. Complètement. Puis, je me souviens que tu m'avais dit, c'est pas une mauvaise chose que tu joues avec ton petit doigt d'une manière différente parce que tu vas avoir ton son à toi. Puis, il y a quelque chose qui se perd à un moment donné, c'est d'avoir quelque chose de spécial. Tu sais, comme dans le temps, ben, tu reconnaissais Pitou, tu reconnaissais Tidouard Richard, tu reconnaissais... Ben ouais. Parce que les gars, ils jouaient tous le même reel, mettons, mais tout d'une manière, tu sais. Puis je me rappelle que tu m'avais dit, tu sais, repique, OK, tu sais, pour avoir du langage, tu sais, mais compose aussi beaucoup, parce que c'est là que tu vas te faire ton... Puis tu m'avais dit, tu vas avoir ton jeu, tu vas avoir ta couleur, t'es pas obligé de le jouer à 100% pareil. Puis ceux qui vont te dire que tu le joues pas pareil, c'est pas grave parce que, je veux dire, quand on est dans un jam, je veux dire, on n'est pas à virgule près. Puis, mais c'est quelque chose que ça, j'ai retenu, que j'ai fait comme, ah ben, moi, je veux avoir aussi ma couleur, tu sais. Puis, en tout cas, je trouve que ça rejoint bien ce que tu as dit. Michel, tu m'as influencé. Tu sais, quand je te disais que au début je pense qu'on s'influence tout en quelque part. Oui. Je me souviens, moi, d'une phrase avec Pierre. Il y a eu des époques, justement, au début de la vingtaine, où, quand je parlais des parties de famille, tout ça, c'est là que moi, j'ai rencontré la plupart des musiciens régionaux, que ce soit Normand, Tipierre, Tijan, Gilles Quentin, Rémi Laporte, tout ça. Puis je me souviens que Tipierre, même, il m'avait dit, j'ai jamais suivi de cours en tant que tel avec Tipierre, mais j'ai joué de la musique dans un band avec lui. Puis j'étais attiré par le violon. Fait que c'est sûr, je regardais comment les gens jouaient du violon, comment ils maniaient l'archet, comment... Puis Tipierre m'a dit, écoute, le doigté, c'est une chose. Mais il dit, le langage du violon, c'est dans l'archet que ça se passe. Tout est là. Tout se définit par là. Toute ta personnalité, ton langage, ton expression est là. L'autre bord, c'est des notes. C'est sûr qu'il y a quand même une partie qui vient de là aussi. Comment tu t'appréhendes ta note, comment tu pèses sur ta note, tout ça. Mais le langage est dans l'archet. C'est une phrase qui m'est toujours restée, puis que j'ai toujours essayé de développer au mieux de mes capacités. non, mais t'as un jeu... une manière sautillante. Une manière, mais tout le monde a sa manière. Il y en a que je regarde aller et je me dis « Wow, c'est extraordinaire. » T'as une manière sautillante, un peu comme tes cheveux, tu sais, oserais, c'est de la prolongation. ça s'en va d'en haut jusque-là. Hein? Il y a de quoi d'éclater. Il y a de quoi d'explosif. Fait que... Ben écoute, on va rentrer un peu dans le festival, dans Mémoire et Racines. Parce que, en fait... J'ai une longue relation avec le festival. Oui, ben oui. Puis tu vas voir, en tout cas, j'aimerais ça qu'on va parler de quelques trucs que... On trouvait que tu étais en fait une personne justement qui avait été là depuis... T'étais-tu là depuis le début? Ouais. La première édition. Puis, mais bref, on va entrer dans le sujet. Mettons, j'aimerais ça te poser en fait une question par rapport à cette année. Mettons, tu sais, là, t'as checké un peu tantôt la programmation, puis ça, qu'est-ce qu'il va y avoir. Rapidement, mettons, as-tu déjà un coup de cœur sur quelque chose? Y a-tu quelque chose que tu dis, ça, faudrait que j'aille voir ça cette année? Y a-tu un groupe, tu sais, que tu fais comme, il faut que je sois là? Ben,
À part ton band parce que t'as un contrat. Là, non, j'ai pas de contrat. Ah non, tu joues pas. Non, cette année, j'ai pour une des rares fois que je suis pas à Mémoire Racine cette année. Mais je te dis, il y en a un qui, ça me tente énormément. Ben, il y a Vichten, ça c'est clair. Ouais. Vichten, je vais aller voir ça. Méchante belle soirée, hein? La soirée... Méchante belle soirée. J'ai vraiment hâte de voir... genre, là, la famille Leblanc, je les connais pas personnellement. On les voit beaucoup sur nos téléphones. Là, ils sont très présents. Très actifs. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Vichten, ça, c'est des amis, je les connais très bien. Une belle évolution. Puis le projet qu'ils ont fait, avec la sœur... voyons, son nom ne me vient pas, mais la sœur Ça reviendra. Ça reviendra. Ça reviendra. En tout cas, qui est décédé, je veux dire, là, t'es... Pastel. C'est Pastel qui... Mais en tout cas, tout ça, eux autres, j'étais allé en studio quand il était en train de monter ce projet-là avec toutes ces tunes qu'elle avait composées, mais qu'elle n'a jamais pu sortir, t'sais. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont reprendre ça. J'ai un intérêt, en tout cas, pour ça. Puis un intérêt surtout pour Ni Sarpe ni Branche aussi, que je veux pas manquer, parce que c'est toutes des chums de longue date. Et j'ai hâte de voir Simon revenir dans le décor là-dedans. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque où Ni Sarpe ni Branche ont roulé le boss, moi, j'étais avec la bottine. Je pense que j'ai jamais vu en spectacle. J'ai jamais eu la chance de les voir. On était rarement ici, nous autres, avec la bottine. Fait que j'ai jamais vu un spectacle qu'ils ont fait. Fait que ça va me donner la chance, enfin, de les voir. Mais c'est tous des gars que je connais. Moi, je pense que ça a été mon premier show marquant. Ben, sûrement. 4 rappels. Ils jouaient à Saint-Élie de Caxton, à Pierre Angulaire. Je ne sais pas si tu te rappelles de Pierre. Ben oui. Je les avais vus là. 4 rappels. Écoute, ça a été... Ben, moi aussi, j'ai hâte. Puis Simon, on s'en ennuie tous, je pense. On s'en ennuie de Simon. Non, ça va être le fun, mais je pense qu'on ne sera pas les seuls. Je pense que ça va susciter un grand intérêt de leur participation au festival. Il y a Tommy Gauthier et Antoine Dufault. Mais ça, c'est sûr que Tommy, j'adore tout le temps ce qu'il fait, tout le temps surprenant. Avec Antoine aussi, le duo qu'ils ont là, c'est explosif. C'est de la grosse performance. C'est ça. C'est de la haute voltige. Là, fait que c'est le fun de pouvoir assister à ça. Sinon, il y a une panoplie d'autres. Tout ce qui est plus exotique, qui sort un peu du cadre de la musique traditionnelle québécoise en tant que telle. Là. Moi, t'as une attirance. Mémoire Racine, dans son parcours, a toujours eu cette tendance. Il y a eu des années où ça a été vraiment ramené plus à la musique trad Québec. Il y a eu des années d'ouverture. Les premières années de Mémoire Racine, pas les premières parce que ça se formait, puis c'était les gens de la place qui faisaient le festival, en quelque part. Quand le festival s'était un peu plus structuré, a eu plus de moyens, était plus installé, plus installé. Ils sont allés chercher des bands plus culturelles, d'autres cultures, beaucoup à Montréal. Puis les bands d'ailleurs ont commencé à arriver. Puis ça m'a toujours extrêmement intéressé de découvrir ça. Ouvrir les barrières. Ben, tu sais, parce que la musique traditionnelle, mais la musique, ça peut être large. Hein? C'est large, puis en même temps, c'est là que tu vois les connexions qu'ils ont entre elles aussi. C'est fascinant de voir parce ça. Parce que toi, t'en as vu aussi beaucoup là, dans tes tournées dans le temps. Fait que c'est sûr qu'il y a de quoi qui doit te parler là, dans ça. Puis tu dois connaître du monde, des fois, justement, que tu as vu dans le temps. Y en a-tu que... Ben, il y en a eu que vous vous retrouvez, mettons, ça fait 15 ans, tu fais comme, aïe, j'ai pas vu cette gang-là. Oui, mais je t'avoue qu'en même temps, l'époque dans laquelle, moi, ça fait 20 ans, là, je suis plus dans bottine, même au-delà. C'est sûr que les bandes ceux qui jouaient sont tous morts. Hein? On les voit moins souvent. Ça sort moins aussi, tout ça. Puis moi, j'ai tout le temps été dans les plus jeunes de cette génération-là parce que, moi, dans bottine, j'étais le plus jeune pendant bien longtemps, avant l'arrivée d'André. André est arrivé, puis là, lui, c'était le plus jeune de la bottine à cette époque-là, avant qu'il y ait tout le gros remaniement. Ben, c'était moi le plus jeune. Fait que, je parle avec du monde qui avait déjà 10 ans, plus vieux que moi. Fait que c'est sûr que les connaissances, on dirait qu'il y a comme un trou. Là, mais regarde, c'est pas grave. Non, c'est pas... c'est pas grave. Un trou, c'est un trou. Voilà, bon, mais regarde. Prenons une gorgée. Ben oui. On peut s'enfarger. On peut sauter par-dessus. Ben oui. On peut sauter par-dessus. On fait le tour. On peut faire le tour. Puis, écoute, tu sais, moi, il y a de quoi dans le festival, en fait, que j'aime bien, qu'ils font. Puis je sais que
T'as fait ça aussi. Tu sais, c'est les... je sais pas si tu l'as fait à plusieurs reprises, là, mais des fois, tu sais, ils vont jumeler deux musiciens. La dernière fois que tu sais, que t'étais avec le contrebassiste, avec... avec Sébastien. Sébastien. T'en as-tu fait d'autres? Ça t'es-tu arrivé de faire un show de même ou... Ça T'as-tu un souvenir attaché à ça? Ça m'est arrivé souvent de participer, de m'intégrer dans un autre band, pour une toune. Ils t'invitent. Comme artiste invité à travers de quoi. Ça m'est arrivé souvent. T'as-tu un souvenir là-dessus? Ce serait quoi, mettons... avec Sébastien Dubé. Ouais. Ça, c'était une expérience unique dans la mesure où c'était pas un invité à travers un spectacle puis tu vas faire une ou deux tunes. C'est que là, il fallait bâtir un spectacle ensemble. Ça, c'est une particularité du Festival Mémoire Racine qui est super intéressante. De créer l'inédit un peu. C'est surtout tout le processus dans lequel il y a une demande de fait at large à travers la planète. S'il y a quelqu'un qui a envie de venir s'inspirer, découvrir un peu c'est quoi la musique traditionnelle et se tremper un peu dedans. Fait qu'il y a eu du monde de partout. Parce que Sébastien... des États-Unis, toi, tu l'as fait aussi, Jean-François, t'es avec... comment est-ce qu'elle s'appelait? Avec... oui, une joueuse de violon extraordinaire. Oui, Emerald Ray. Fait que c'est ça, ça permet à ces gens-là de venir se tremper dans la culture parce qu'ils passent quand même 3 semaines, 1 mois, je pense, c'est eux autres. Parce que Sébastien, vite, c'est un Québécois, mais mettons, pour ceux qui t'ont manqué, c'est un Québécois qui joue de la contrebasse, mais il était rendu dans quel pays, lui? Mais lui, son parcours, lui, je pense qu'il vient du Côte-Nord. Je pense que c'est ça. Il vient de la Côte-Nord, lui, si je me souviens bien. Puis toute sa famille, son milieu familial, ça, c'est influencé beaucoup par la musique classique. Beaucoup de musiciens classiques dans cette famille-là de génération. Là, fait que lui, ça a été ça, son univers musique traditionnelle, zéro. Il a fait ses études ici à Montréal. Il est parti jeune aller étudier en Californie, aller étudier aux États-Unis. Il a passé presque la première partie de sa vie là. Il est embauché par les orchestres symphoniques après ses études, ça. C'est un virtuose, ce gars-là. Ouais. Plus haut que la normale. Et après ça, il a été repêché par l'orchestre symphonique d'un pays scandinave. Fait que là, il est parti là. Et depuis ce temps-là, il reste là depuis. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Contrebassiste, première contrebasse de l'orchestre symphonique là-bas. Et puis, lui, à un moment donné, il a donné son nom, puis il voulait que ça soit moi qui le parraine. Okay. Parce que c'est ça, il y a toujours un jumelage qui se fait entre quelqu'un qui vient de l'extérieur avec un gars de la région ou pas, là, je sais pas, mais du Québec, du moins. Puis quand on s'est rencontrés la première fois, puis c'est drôle parce que gros bonhomme, un peu comme moi, j'étais. Grosse barbe à cette époque-là. Moi, j'avais la grosse barbe, les cheveux. On était presque pareils. Lunettes, tout, on se ressemblait au bout déjà à la base physiquement. Ah non, je l'appelais amicalement Papa Ours. Ouais, mais dire qu'il était plus Papa Ours que moi. Là, non, c'était un colosse. C'est un colosse, tu sais. Mais d'une gentillesse, d'une sensibilité incroyable. Et ce qui a été fascinant, c'est que malgré la virtuosité de ce gars-là, c'était l'ouverture et l'envie de créer le contact avec la personne avec qui est à moi, entre autres. Puis de quelle façon on peut faire de la musique ensemble. C'était que ça, lui, son but. C'était pas de savoir, tu joues-tu bien, tu joues-tu pas bien, es-tu capable de faire ça? Non, c'est pas ça. Faisons de la musique, tripons. Puis on a vraiment trippé. Contrebasse, mandoline, c'est quand même pas une rencontre si évidente en soi. Le plus petit des instruments avec le plus gros. Parce que vous chicanez pas dans le range. Non. Ça, au niveau des arrangements, ça allait très bien. On en avait chacun notre place. Mais lui, de venir ici, c'était vraiment la rencontre. Parce que là, lui, depuis qu'il est installé en Suède, il a démocratisé un peu tout le milieu de la musique suédoise par son rôle de première contrebasse. Il s'est intégré beaucoup à toute la culture trad suédoise. Ouais. Fait qu'il joue avec les plus grands, Dika Larpa et tout ça là-bas, de la musique, des maîtres de la musique suédoise. Et il a essayé de faire le rapprochement entre la symphonie, entre l'orchestre symphonique et ces gens-là. Fait qu'il se crée beaucoup de projets. Il est très motivateur de création de projets entre la musique trad et la musique classique de ce milieu-là. Il est générateur de projets, énormément. Et là, il s'est aperçu à quel point, il dit, je connais
énormément la musique suédoise, mais je connais rien de la musique trad québécoise, ma propre musique. C'est là qui a été son intérêt de s'en venir. Et puis, avec le temps qu'il a passé ici, ben là, il y a eu les rencontres, parce que le rôle de l'accompagnateur, un peu, c'est de l'emmener souper chez de faire découvrir un peu c'est quoi le milieu, de l'emmener à des spectacles, de le tremper dedans, c'est ça, d'y faire écouter, d'y donner du matériel, de l'alimenter un peu. Puis il a vraiment trippé. Et depuis ce temps-là, on se dit tout le temps que ce serait le fun de se faire un projet ensemble. C'est sûr que la distance et la disponibilité est un handicap à ça. C'est maudit d'aller pratiquer dans la cuisine, hein? Oui, puis tu sais, mais regarde, tout ça reste... Mais c'est possible, là. C'est encore possible, mais en même temps, regarde, on se dit, on reste en contact tout le temps, c'est tout le temps agréable. Il vient, sa mère reste, de toute façon, sa mère reste au Québec aussi. Fait qu'il vient au moins 2 fois par année. Fait qu'on s'arrange tout le temps pour savoir. Puis on s'écrit au travers de ça. Non, effectivement, c'était une super belle rencontre. Puis tu sais, je sais qu'il y a de quoi aussi dans le festival, en tout cas que moi j'aime bien, puis sûrement que t'aimes aussi, puis qui en fait, ça crée quelque chose des spectacles uniques. Tu sais, on l'a fait... Il y a de quoi qu'on a fait l'année passée avec les violons, de la bottine. Oui, effectivement. Tu sais, il y a les ateliers, en fait, du festival créent des moments vraiment uniques. Tu sais, j'ai beaucoup de beaux souvenirs de rencontres, puis en fait, tu sais, qui créent un début de... Tu sais, on s'entend qu'on ne crée pas des amitiés fortes comme quand... Tu sais, comme... Mais je veux dire, c'est du monde qu'on connaît. Ou, tu sais, je me rappelle d'avoir joué, mettons, avec une des filles, avec la violoniste de Solace, mettons, une année, tu sais, puis qu'on est tombés amis, tu sais, dans le sens, tu sais, je suis pas mal sûr, si on se revoit, on va, tu sais. Mais il y a, outre ça, il y a des moments uniques, tu sais, comme on a fait. Je sais que ça avait parlé beaucoup là, à plein de gens, les violons. De la bottine, tu sais, qu'on a fait. Mais ça, je pense qu'au festival, il y a quelque chose vraiment d'unique à ça. Là, Moi, quand je parle du moment, c'est ça, le moment, tu retrouveras pas ça. Tu sais, il n'y aura jamais de spectacle des violons de la bottine. Tu sais, je dis jamais. Dans le sens, il faut vraiment travailler pour le créer, ça, tu sais. Toi, mettons, tu en as fait vraiment un char et une barge, là, comme on dit. Des ateliers. Des ateliers. À chaque année que tu y vas, c'est sûr que tu es dans les ateliers. Chansons, mando, violon. Tu sais, t'as-tu un souvenir, mettons, que tu fais comme cette année-là, tu sais. Puis, je veux dire, même si ça remonte à je m'attends un peu, là, j'essaie pour que le monde qui écoute ça fasse comme... Ça se peut que j'en vive un en allant cette année au festival. Mais je t'avoue qu'à travers toutes... Tu sais, j'ai de la misère à en sortir un en particulier à travers tous les ateliers, puis il y en a que je me souviens plus non plus, tout ça, mais effectivement, tu ramènes celui des violons. Oui, ça a été... c'est une belle... Je me suis aperçu à quel point ça avait marqué les gens, que ça avait touché les gens. C'était... puis même entre nous autres, c'est la première fois, je pense qu'on se retrouvait. Il manquait Pierre. Il manquait Pierre Laporte qui n'était pas là. Le premier de la bottine, quand même, là, qui n'était pas là. Ça aurait été le fun que vraiment le panel soit complet. Mais c'est la première fois qu'on se retrouvait toute la gang. C'était ma première rencontre avec Martin. Moi, je connaissais... on se connaissait musicalement, mais sans se parler. Ces moments-là, autant que musicien que... Je pense que ça transparaît aussi, tu sais, pour le public, tu sais, il y a comme une... il y a comme un côté, on était excités. Il y a quelque chose de... il y a comme tout cet héritage-là qui nous lie ensemble aussi, tu sais, à chacun de nos époques. On n'a pas nécessairement été ensemble en même temps dans Bottine, mais on y a tout passé. C'était une institution, la Bottine ne veut pas depuis le temps. Puis de se retrouver, toute cette gang-là qui sont... pour la majorité des chums, là, qu'on se voit quand même souvent dans d'autres contextes, mais de se retrouver sur la scène à Mémoire à scène, faire un atelier, tout le monde ensemble, ça, c'est vraiment une première. Mais je pense que pour Monsieur Tout-le-Monde, tu te promènes dans le festival, tu as les shows, tu as les gros shows sur la scène Jules-Quentin, ça, c'est tout le temps des bons moments, tout ça. Mais les ateliers, ça restera toujours de quoi d'inattendu. C'est les places les plus naturelles. Tu vas voir le show sur la chaîne Gilles Quentin, c'est des shows montés, c'est des shows placés. Tu assistes à quelque chose qui a été travaillé. C'est là qu'on voit le professionnalisme de toute cette culture traditionnelle-là. C'est ça, là, c'est au niveau professionnel. Quand tu tombes dans les ateliers, tu es démembré de ce que tu fais habituellement, tu es sorti de ton band, tu es sorti de tes affaires, tu es mixé avec plein d'autres mondes qui arrivent de d'autres univers, d'autres bands, d'autres cultures même.
Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et c'est là que la magie décolle, de se retrouver là. Puis ça amène toujours, mis à part toute la musique qui va sortir là, qui est toujours, c'est toujours des moments incroyables. C'est la connivence qui va se créer entre les gens. Il y a toujours des insights, il y a toujours pour les gens qui se connaissent. Il y a toujours des moments. Les gens rigolent. C'est tout le temps, c'est relax, ça rigole. Puis on le sent parce que c'est par l'appréciation du public qui est là, les applaudissements, tu sens que les gens aiment beaucoup. Que t'aimes quand t'aimes la chanson, tu vas avoir un atelier de chansons débile. Exactement. T'aimes ça les cordes, t'aimes ça le violon. Il y a tout le temps des ateliers de toutes ces choses-là. Il y a des ateliers d'accordéon. En tout cas, tu sais, t'as une panoplie. C'est toujours winner. C'est toujours winner de ce point-là. Ce que j'aime, moi aussi, je sais pas si quand tu vas en voir, moi, c'est de voir l'artiste, justement, tu parlais, qui est sorti, dans le fond, de son contexte de groupe. Puis ça donne l'occasion de présenter des fois du répertoire que... Parce qu'un répertoire de scène, de spectacle, la plupart du temps, c'est punché, c'est rythmé. Il faut que ça soit énergique. Mais là, tu as la chance de passer quelque chose, de passer d'autres chansons, d'autres pièces, d'autres... Ça, je trouve, c'est de quoi de le fun, puis de voir la richesse, entre parenthèses, du musicien, puis faire comme... Aïe, aïe, tu sais, quel beau répertoire qu'il y a. En tout cas, c'est autant le fun, je pense, quand t'es musicien, t'es invité de faire ça que de le recevoir quand t'es spectateur. Clairement. Le partage c'est comme... C'est un peu... on peut faire le parallèle avec un party de maison. Là, ça devient un peu ça. Ouais. Le stage est beau, il y a une proximité, on est tous en même place, puis on a à créer le moment tous ensemble. Puis autant le public... Qu'il n'y ait pas de micro, c'est le fun. Exactement. Ça force le monde aussi à écouter. Non, ça c'est les ateliers. Puis pour en avoir fait beaucoup des ateliers dans toutes sortes de festivals, tout ça, on a fait énormément. Ouais. Ça restera toujours un moment magique. Ouais. Ce concept-là, c'est le genre d'affaires qu'il ne faudrait jamais que ça arrête. Ouais. Puis ce qui est le fun pour le public aussi, c'est que, OK, t'aimes Jean-François Branchaud de telle band, t'aimes un autre chanteur de telle autre band, ça. Mais souvent, dans les ateliers, t'as la chance de toutes les voir en même temps. Ils sont tous là. Puis ces gars-là, souvent, n'ont pas la chance nécessairement de faire des affaires ensemble. Ils se connaissent, mais l'opportunité de pouvoir partager de la musique ensemble n'est pas toujours là. Fait que oui, autant, comme tu dis, pour le musicien, c'est un moment exceptionnel aussi. Puis pour le public aussi, d'avoir tous les gens qui aiment devant lui, cette spontanéité-là, c'est un bon moment, ça. Tu sais, les ateliers puis la scène en bas, le cornet acoustique, là, ça aussi, c'est une autre place assez magique. Ah ouais, c'est des bons shows. Puis, tu sais, il y a la danse l'après-midi, le soir. Tu sais, il y en a vraiment pour toutes les patentes. Là. C'est un microcosme, on dirait. Cette scène-là, t'es comme à part. T'as le petit bar à côté. Tu peux passer la fin de semaine que là, si tu veux. Puis, tu t'ennuieras pas. Pas pour rien qu'ils ont mis le bar là aussi. Hein, un petit bar. Parce qu'il y en a qui le faisaient. Parce que t'es loin de l'autre. Oui, c'est ça. Non, mais il y a la côte pour aller chercher. Ouais, tu sais. Puis, tu risques de tomber soufflant en plein milieu. Fait que tu semaine restes en bas. Tu restes en bas. Tu sais, t'as remontes à la fin. C'est la rivière à côté, le exactement. Les arbres, l'ombrage est là. Tu sais, si tu couches, si t'es en camping, t'es pas loin non plus. Aller te changer s'il y a quelque chose. C'est un beau spot. Oui, et voilà. Hey, et je t'emmène sur un autre petit truc parce que je voulais qu'on en parle. En fait, tu sais, les années passent, comme tu disais. Puis, non, voyons donc. Puis... t'es pas sérieux, Jean-François. Les années passent, Michel. Non. Puis... En fait, là, pour vrai, on a sorti... tout doux, brave bête. Chevelu, oui. Non, mais on a sorti une couple de... En fait, c'est que je me suis rendu compte... tu sais, il y en a une couple qui sont partis. Tu sais, cette année, il y a eu on a eu quand même un triste départ, un triste décès avec Mario. Qui est parti, Mario, qui a fait le festival, qui était un musicien, qui a tout le temps été dans la musique trad, quelqu'un de vraiment d'important. Puis j'ai ressorti quelques noms, puis j'aimerais ça, sans prendre trop de temps, je veux pas qu'on tombe dans l'hyper-nostalgie, là, mais je me suis rendu compte que les noms que j'ai sortis, tu les connais toutes. Puis t'as tout joué avec eux. Puis t'en as même oublié un. Ça se peut, là, ça a été... mais gars, tu pourras le rajouter, OK? Je te dis le nom, puis, résume-moi quelque chose de court. Puis ces personnes-là ont été au festival aussi, ils ont été beaucoup là, ils ont été quand même aussi marquants, là. Fait que je commence avec le premier qui a sa scène à lui au festival, Gilles Quentin. Tu as joué avec, longtemps.
Ben, longtemps. En tout cas, tu as fait quelques tournées aussi avec la bottine. Tu sais, Gilles, dans mon parcours, ça a été une influence, c'était la voix de la bottine dans la première époque de la bottine. Tu sais, c'était vraiment le personnage qui a mis sa marque sur la bottine, tellement que moi, quand je suis arrivé 10 ans après les débuts de la bottine... Le monde te prenait pour lui? Non. Non, mais les gens me disaient... Puis Gilles est resté comme les 3, 4 les 2 premiers albums. Moi, quand je suis arrivé, il y en avait déjà 4-5 albums de fait. Mais les gens, quand je me souviens, dans mes premières tournées de bottine, tout le monde disait « Gilles Quentin, il est où, ça? » Il dit « Ça fait longtemps qu'il n'est plus là, Gilles, déjà. » Mais tellement sa marque était présente, était grande. Le monde pensait que Gilles était encore là. Il avait envie de voir Gilles, malgré que ça faisait des années qu'il était parti de la bottine. Mais j'ai jamais joué dans la bottine avec Gilles, à part quelques invitations qu'on a fait à Gilles, puis qui est venu jouer avec nous autres. Mais Gilles, je l'ai connu plus à l'époque des parties, dans différents parties. Un gars de party. Il aimait ça, Gilles. Il était bon pour ça. Il était bon pour faire la party. Puis, c'est plus dans cet environnement-là, puis je pense que c'était là qu'il était à son meilleur, Gilles, au naturel, dans toute la liberté qu'il y avait dans un party, puis que là, il saute. Je me souviens, dans les premiers parties chez Denise Levac, que moi j'ai assisté, avec Paul, on était là, on était vraiment les ticus, puis qu'à un moment donné, il y avait comme... il y avait du monde là, dans cette maison-là, puis il devait avoir à peu près 7-8 violons, 4-5 accordéons, piano, contrebande, il y avait tous les instruments étaient là en quantité. Puis qu'à un moment donné, à travers un gros reel, tout le monde en diablé, mon Gilles, il se lève, puis il se met à giguer, mais ça... Il y avait une énergie à cette époque-là. La musique traditionnelle, ça ne vivait pas comme on la vit aujourd'hui. Il y a comme un quotidien qui se crée aujourd'hui. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui en font, beaucoup de monde font des shows, beaucoup de monde font des albums. Ça s'est démocratisé, tout ça. À cette époque-là, il y avait encore un peu cette rareté-là qui n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui. Fait que quand il y avait des parties, qu'il y avait des moments qui se passaient, ça se vivait autrement, t'sais. Fait que, tu sais, c'est ces contacts-là que j'ai eus avec Gilles. C'était un copain. C'était pas un bon copain parce que j'avais pas la chance de le pas côtoyer autant que plein d'autres dans bottine. Mais pour le peu que j'ai pu connaître de Gilles, on a pu avoir beaucoup de plaisir avec Gilles. Serge Thériault. Serge Thériault, ça, c'est une autre affaire, Serge. Ça, Serge, j'ai joué beaucoup de musique avec Hommage. Parce que ça fait 20 ans que je patauge dans Hommage avec In and Out, là, dans tout ça. Mais Serge, tellement... Quoi dire de Serge? Serge, moi, je trouve sa grandeur d'âme, son cœur sur la main, tout le temps là, son dévouement. Moi, j'ai un commentaire. Serge a toujours aimé la complainte. C'est un maniaque de complainte. Il a appris tellement de complaintes de Saint-Côme. Puis c'est à travers des contextes de spectacle qui étaient complètement... Je me souviens des gros shows qu'on faisait au bar à Saint-Côme, qui rentraient 300, 400 personnes, que le monde se virait quasiment un verre de bière sur la tête. C'était la cohue là-dedans. C'était un capharnaüm du tabarnouche. Comment aux aînés était là, ça remplissait la place au bout. Puis que c'était de la grosse chanson à répondre d'une en arrière de l'autre. Puis qu'à un moment donné, mon Serge avait envie de chanter une complainte. Personne n'aurait pu chanter une complainte. À part Serge, dans ce contexte-là, il n'y avait que Serge pour faire ça. Serge, quand il chantait, il était entier. Mais c'est un être entier, de toute façon, tout le temps. Il était comme ça aussi en chanson. Il se levait, puis il se mettait à pointer le monde en avant d'eux autres, puis il partait la complainte. Je te jure... Quand moi, à un moment donné, j'étais dans le monde, et je regardais ça, je me dis, il se rendra pas au bout, ça n'a pas de bon sens. Des grandes complaintes qui ont 10, 12 couplets. À travers ce brouhaha-là, mais dès les premières paroles que Serge mettait en place, le monde se taisait tranquillement. Puis rendu au 3e couplet, tout le monde écoutait. Tout le monde se mettait à chanter parce que le monde la connaissait. Serge avait ce que touchait Serge, ça touchait les gens. C'était un gars très humain. C'était fait que le monde se mettait à la chanter, puis mon Serge, il te la chantait, il était debout, bronchait pas, il te la faisait, solennellement, d'un bout à l'autre. C'était grandiose de voir ça, Puis,
Fait que juste ça décrit très bien Ouais. le personnage. C'est une conviction tellement grande, une ferveur, une fierté, c'était incroyable de le voir aller, tu sais. Puis à cette époque-là, l'hommage, c'est genre, il faisait des shows, ça durait 3 heures, 3 heures et demie. Là, c'était non-stop. Là, c'était comme... Mais Serge, après le spectacle, juste pour montrer sa grandeur d'âme, après le spectacle, il était le premier à sortir de la loge, s'en aller vers le monde, parce qu'il avait envie de chanter avec eux autres, puis il avait envie d'avoir les chansons de ce que les gens avaient. Il s'en allait direct dans le monde, puis là, ça pouvait continuer à chanter pendant un an. Il était inépuisable. Moi, je me souviens à mémoire, là, fin. c'est Monsieur Jam, là, à mémoire, là, pour des jams de chansons, il était dans tous les cercles. Tout le monde voulait avoir Serge dans son cercle de jam de chansons. Je crée bien. Ça, je me souviens, là, ça fait à des heures impossibles, ça finissait. Puis, avec une voix tellement typée, c'était tellement lui. Ouais. Tu sais, il y a des personnages qui sont tellement entiers, puis qui sont tellement... On peut croire qu'on se moque d'eux quand on cherche à les imiter ou qu'on cherche à... Mais non, dans le fond, c'est un souvenir qu'on a d'eux autres. C'est une marque d'appréciation. Quand les gens sont rendus, que ça soit Gilles à sa voix, il y a bien du monde qui l'imite. Mais c'est parce qu'il a marqué, ce gars-là. C'est parce qu'il a mis sa trace. Serge, c'est la même chose. Il y a plein de monde que je connais qui, quand des fois, on se met le limite. Il y en a qui sont très bons, qui se rapprochent très bien de la manière, de la tournure de la phrase, de la manière qu'il chantait, sa musicalité à lui. Mais pour moi, c'est un trophée qu'on leur relève dans ce temps-là. C'est une marque d'appréciation, puis on parle encore de ces gens-là. C'est jamais en moquerie. C'est toujours pour rire, mais de leur donner une tape dans le dos encore. C'est une belle caricature. Là, c'est des belles caricatures. C'est jamais... Ça a le but de ne pas être méchant. Il y a toujours de relever quelque chose de spécial. Bernard Simard. Bernard, ça, c'est un vieux chum. Ça m'a touché beaucoup quand il est parti. Bernard, je le connais depuis que j'ai l'âge de 20 ans, à peu près. J'en ai 60 aujourd'hui, fait que ça fait longtemps. On ne donnerait pas ça. T'as pas 60. Ben... Tu donnerais pas ça, C'est vrai que j'ai pas assez. Tu donnerais 63. 63, 64, je t'aurais donné, mais pas 60. Mais Bernard, c'est un gars qui a un parcours atypique. Bernard, c'est un chansonnier à la base, qui avait on parlait de voix tantôt, qui sont pas des voix, mais c'en est devenu une. Bernard, c'est devenu une référence. Bernard, c'est un chanteur à la base. C'est un guitariste exceptionnel qui a personne qui avait son jeu de guitare, qui avait un jeu vraiment unique, développé, l'apprentissage autodidacte. C'est comme... Il y a juste Bernard qui jouait comme Bernard, mais il y a juste Bernard qui chantait comme Bernard. Une voix exceptionnelle, une voix de toute beauté. Il avait le don de choisir du répertoire qui le fitait, qui collait à la peau. C'est un chercheur. Bernard, il avait un répertoire de chansons incroyable. Puis Bernard, je pense que c'est celui que je connais qui a participé au plus grand nombre de bands sur la planète. Pas juste au Québec, parce qu'il est resté longtemps en Bretagne, il s'est promené, il a fait partie de plein de bands majeurs. Il a enregistré, je ne sais pas combien d'albums qu'il a pu faire dans sa vie. J'ai jamais comptabilisé ça, mais il en a fait beaucoup. Il a initié, il a parti plein de bands qui ont eu une belle carrière ou qui ont eu comme le trio A4 dans le temps avec Pierre, Normand, moi puis Bernard, on n'a jamais abouti avec un album ou quoi que ce soit. Mais il y a eu... Il y a le Vent du Nord roule encore. Il y a le Vent du Nord, exactement. Il a fait partie de La Bottine. Il y a été des groupes en France, il en a fait partie de plusieurs. Il a fait ses albums solo. Bernard, c'est un fin chanteur, c'est un fin guitariste, un gars avec un humour exceptionnel, un sens de l'humour, de la répartie. Il était incroyable, une rapidité incroyable et un voyageur. C'est un gypsy, Bernard. Il y a des histoires, il y a plein d'histoires qui roulent sur Bernard, de tournées, de toutes sortes d'affaires. Bernard, il était fou dans sa tête. C'est un fou de plaisir. C'est où un jour, on est riche et le lendemain, on est pauvre. Ça décrit bien Bernard. Ça, je pense, c'est comme un gypsy. Quand il y avait les moyens, il se payait la vie de roi, puis le lendemain, il n'y avait rien, puis il n'était pas plus malheureux.
C'est un sacré personnage, ça, Bernard Simard, mais toujours, tu t'assoyais avec lui, là, puis c'était jamais la misère. C'était toujours... On est ensemble, on profite de ce moment-là, puis on a du plaisir. Il y avait toujours cette facilité, le plaisir. C'est... Ouais, puis curieusement, après le décès de Jean-Claude, dans une tournée de Charbonnier, on commençait une tournée de Charbonnier. Puis là, Jean-Claude... il était dans sa deuxième phase là, de cancer, tout ça, puis on la débutait, la tournée, puis il nous a comme dit qu'il pouvait pas la continuer, il était rendu au bout, fait qu'on a cherché, c'est curieux, parce que Bernard restait à Saint-Alphonse, on était tout du monde de la région, puis on a cherché longtemps à essayer de trouver qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas le choix, la tournée, et on avait une panoplie de shows devant nous autres, puis ça a été long, avant qu'on cible Bernard. Pourtant, c'était un chum un grand chum de toute la gang. Mais on ne sait pas, on a comme pas lui. Puis quand le premier qui a dit Bernard Simard, on a comme dit ah! Ben oui. Comment c'était tellement évident que c'était Bernard. Puis Bernard a tellement travaillé pour monter le show avec nous autres. Je me souviens, les premières pratiques, il est arrivé avec un cartable de toutes les paroles, tous les mots, tous les arrangements. Écoute, c'était une somme de travail incroyable de reprendre le rôle de quelqu'un dans les Charbonniers, d'apprendre à chanter avec nous autres. Puis on n'avait pas beaucoup de temps, parce qu'on était déjà dans la tournée. Fait que Bernard a fait le surveiller, c'est un 30 sous. Il a fait ça d'une façon impeccable. C'est un forcené, c'est un travailleur, Bernard. Fait qu'il s'est vraiment lancé là-dedans. Et au fur et à mesure que la tournée avançait, on voyait son cartable qui rétrécissait, enlevait des pages. Puis à un moment donné, il n'en avait plus besoin. Il venait de... Puis tout ça a culminé par la fin de la tournée des Charbonniers. Puis Bernard est tombé, lui aussi, avec le cancer. Puis il est décédé pas longtemps après. C'était comme coup sur coup de perdre des chums dans le même band comme ça. C'était beaucoup. Puis Bernard, ça fait longtemps que je le connais. Mais on se croisait tout le temps, on se voyait. Mais c'était pas un chum régulier, comme on en a d'autres, mais c'était tout le temps un grand plaisir de le voir. Mais je me souviens que quand il est arrivé dans le Charbonnier, là, on s'est mis à se voir. Moi, je le voyais de plus en plus. Pas juste dans le cadre de la tournée, c'est que j'allais chez eux. Je redécouvrais ce bonhomme-là. Puis je suis content, dans le fond, que ça se soit passé, parce que Bernard serait parti, puis j'aurais pas eu la chance de pouvoir le côtoyer. Au-delà de ce qu'on avait déjà d'amitié ensemble. Ça a comme rajouté un peu. Puis, mais des bonhommes comme ça, moi, je m'aperçois qu'il y en a plusieurs, finalement, qui sont là, qui partent, avec lesquels j'ai pu jouer. Là, puis là, le temps file, là, ça avance, là, mais mettons Denis Fréchette, Mario Forêt. Denis Fréchette, Mario, c'est deux, Denis, musicien exceptionnel. T'as tourné longtemps avec. Longtemps, puis quand je parlais tantôt du Ben parallèle à la bottine, à l'époque, les Nouvelles Sonorités, c'est par là qui a été ma porte d'entrée. Puis Denis est arrivé dans ce Ben-là aussi. Les Nouvelles Sonorités, c'était un Ben en soi. Puis la ferveur, puis l'amitié, puis toute la créativité qui a sorti dans ce band-là, ça s'est transposé dans Bottine. Tout le monde est switché à un moment donné d'un band et est rentré dans l'autre tellement il y avait quelque chose qui se passait là, de magique, qui est pas tout le temps évident quand on se part des bands, là, mais là, écoute, il y avait quand même des musiciens là d'expérience. Denis, c'est un gars... Il y avait déjà un bagage incroyable, autant par la musique traditionnelle de sa mère. Oui, c'est ça, il comprenait la musique traditionnelle. Il vient d'une famille, ça vient de Saint-Côme, sur le côté de sa mère, des violonneux, tout ça. Il a fait partie, je me souviens des photos qu'on voit, des vieilles photos de cuisine où sa mère a le violon, Denis, avec la grosse accordéon piano. Il a à peu près 13 ans, je pense, le gros accordéon, il était écrasé sur sa chaise. Il en a entendu beaucoup, mais Denis s'est ouvert tellement à d'autres styles de musique aussi. Musique cubaine, musique salsa, il a composé, il était à Montréal. Il y avait sa carrière à lui. Denis Fréchette à Adlib dans le temps, tout ça. Fait que quand il est arrivé dans Bottine, c'était un atout incroyable. Un gars qui faisait justement la juxtaposition entre connaissant très bien c'est quoi la musique traditionnelle et voyant les parallèles entre la musique traditionnelle et la musique cubaine. Parce qu'il y en a plein de parallèles entre tous les genres de musique. Mais, comme Denis il disait, la cascara, qui est un instrument cubain, mais il dit, écoute,
n'importe quoi de ce que tu entends de la musique cubaine, tu l'entends tout le temps, puis c'est exactement, elle est tout le temps sur le beat des pieds. Lui, ça a été marquant pour lui. Fait que là, à un moment donné, de rentrer des beats latins. Tu sais, c'est tout ce qu'il a fait. Les cuivres, éventuellement. Les cuivres sont arrivés après. Tu sais, c'est tout, beaucoup l'influence de Denis, ça, qui a ouvert cette voie-là tranquillement. T'as-tu un souvenir de Mario, mettons? Mario, j'en ai moins. Lui, c'est ça, il était début bottine, puis quand t'es rentré, il était plus là. Il était plus là depuis longtemps. Il était plus là depuis longtemps. Mais tu sais, il est resté à Joliette longtemps, Mario, avant de déménager à Québec. Fait que je le croisais souvent. La gang était grande. Fait que il faisait partie de la gang. On se connaissait bien. On se voyait souvent dans des parties, des choses comme ça. J'ai eu la chance de faire énormément de musique avec Mario, bien plus de jaser avec lui que d'autres choses. Mais je connais très bien son énergie à Mario, une énergie débordante, une énergie toujours exaltée, très exaltée. Tu t'assoyais avec lui, puis là, c'était sûr que tu partais sur des idées. Waouh, ça serait le fun de faire ça. Puis Mario, il avait le don, lui, de pas juste lancer des idées en l'air, c'est de récupérer les idées aussi, puis de dire, il faut faire de quoi? Il était marquant dans le festival. Là. C'est lui qui il a fait beaucoup pour le festival. Là, côté international, là, dans le sens de les bands Five Nails, les bands d'ailleurs. Oui, mais c'est tout son temps dans la bottine, avec toute la connaissance des festivals aux États-Unis qui se faisaient, qui étaient beaucoup de festivals folk, une structure de festival qui était à ces époques-là. Les années fin 70, 80, étaient vraiment plus roots. Là, quand Mario, l'idée vient de là, c'est de toute cette connaissance des festivals-là, quand ils sont venus ici, disaient, ça nous prendrait ça ici aussi, d'initier ça, de l'installer en quelque part. Il y avait déjà plein de musiciens existants au Québec, puis c'était simplement de créer cette rencontre-là entre eux, puis de faire découvrir ça aussi aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir ça dans leur famille ou de créer l'événement. Ben Mario, il avait cette force-là d'être capable d'être un catalyseur, de trouver les bonnes personnes, de donner des mandats. C'est pas quelqu'un qui prenait tout sur ses épaules. C'est quelqu'un qui était capable de mandater aussi, qui savait bien s'entourer. Mais c'est son énergie de vouloir créer quelque chose. C'est un sacré personnage. Puis je l'ai vu, on s'est croisés, moi et Mario, pas longtemps, dans le coin de Québec. Là, il était venu nous voir, mais il y avait encore dans ses yeux, il était fatigué, Mario rendu là aussi, il était bien malade, tout ça, mais dans ses yeux, il y avait encore cette lumière-là, de se retrouver dans un événement, puis je suis sûr que dans sa tête, il devait encore penser à des projets qu'il aurait aimé faire, réaliser, mais que la vie nous emmène là. Écoute, j'écoute. On est sur la... J'ai préparé des petites questions éclair, que je t'ai pas partagé ces questions-là. Je voulais prendre une gorgée. Je t'explique la patente. Là. En fait, là, c'est facile. Dans le fond, tu me réponds par un des deux choix. Je te donne deux choix par rapport au festival. OK? Tout est... Sans expliquer, juste... Blitz question festival. Okay? Sans explication. Sans explication. Tu me sors ce qui devient ton choix parmi ces deux trucs-là. OK? Exemple, mettons. Un exemple. Ouais, là, tu sais, je te dis, après ça, on défile ça. OK. Mettons, violon ou accordéon? Un violon. Voilà. Bon, tu comprends le principe. Oui. Je te l'ai dit tout de suite parce que je savais un peu la réponse. Hein? J'aurais préféré Mando, mais... c'est ça. Non, mais c'est pas là. Tu vois. Non, mais sans non, pas tout. Rien à l'accordéon. Pas tout. Non, ça part pas. Ben oui, mais ça peut te partir un feu de manière incroyable, ça, d'un party. Oui. Ça brûle très... En tout cas, mais bref... je te donne les choix, puis tu me garoches ça. Yeah. Grande scène ou petite scène? Petite scène. Conte ou danse? Oh! Il n'y a pas moyen de mêler les deux. Hein? Non, c'est vite. Conte ou danse? Conte ou danse? Danse, c'est disons. OK. J'aime bien danser. Ouais. Découvrir ou aller vers ce que tu connais déjà? Découvrir. Reel ou chanson à répondre? Reel. Apprendre ou composer? Composer. Jammer ou écouter? Jamais. Lève-tôt ou couche-tard? À une certaine époque, couche-tard. Aujourd'hui, c'est par rapport au festival, là. Au festival, couche-tard. Couche-tard? Je dirais. Lit confo ou camping? Oh, j'aime bien le lit confo. Même si j'étais en camping à mémoire assez. Payer ou bénévoler? Payer ou bénévoler? Ouais.
Curieusement, je t'avoue, j'ai pas fait beaucoup de bénévolat dans les festivals, surtout pas à Mémoire Racine, parce que j'étais tout le temps engagé. Ouais, sinon, j'étais parti à l'extérieur. Fait que, je doute pas que... je pense que les deux sont vraiment très tripants, ouais, c'est ça. C'est le fun de jouer. Puis être bénévole, comme je te dis, il faudrait... Nouvelle rencontre, nouvelle chose. Faudrait t'essayer ça. Oui, c'est ça. Il en cherche tout le temps. Moi, je te dirais, essaye ça. Je sais, t'as raison. Des très belles rencontres. Mais je connais tellement de gens qui y vont comme bénévoles puis qui veulent y retourner l'année d'après. Le bénévolat, je sens qu'il y a vraiment quelque chose là d'exceptionnel. Oui, je pense que quand tu rentres dans ta gang, dans ton secteur, là, c'est... Oui. C'est des familles, ça. Moi, je connais Bernard qui aime beaucoup être bénévole au bar. Ah, tabarnouche, chez Bernard, il y a beaucoup de bénévoles, de toute façon. Oui. CD ou T-shirt pour encourager un band? Qu'est-ce que tu aimes mieux acheter? CD, c'est sûr, mais T-shirt aussi. Les deux, je pense. Les deux. J'aime beaucoup les T-shirts. Poutine ou hot dog? Poutine. Bière ou vin? Bière. Blonde, blanche, rousse, noire? Noire. Microbrasserie ou commercial? Microbrasserie. Vin blanc ou vin rouge? Rouge. C'est ça. On a passé. Il y avait quand même beaucoup de boissons. Je veux dire, je te connaissais un peu. Je me suis dit, non, mais t'es quelqu'un d'épicurien. Hein? Ah bon? Je sais que... Non, mais, pour avoir pris quelques bières ensemble. Quand même. Et ce ne sera pas les dernières. Et ça ne sera pas la dernière. Écoute, pour finir Vraiment, j'ai apprécié cette belle rencontre avec toi. Oui, beaucoup. Je pense que il y en avait d'autres questions que j'ai... parce qu'on aurait pu faire quasiment le double, je suis pas mal sûr, en prenant notre temps. On finit avec la question, pourquoi tu dirais... Parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent, oui, il y en a qui savent c'est quoi le festival, il y en a qui vont découvrir. Il y en a qui peut-être qui savent, qui sont comme, on y va-tu pas? Toi, mettons, c'est quoi qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'est pas sûre de venir ou qui voudrait y aller? C'est quoi que le festival est attirant? Mettons, il faut aller au festival pour telle raison. Moi, j'attirerais l'attention des gens sur tout ce qui est... On voit la programmation. Il y a des découvertes là, il y a du plaisir, il y a tellement de choses déjà. Mais je pense que un énorme plaisir n'est pas inscrit sur rien. Il n'est pas sur la programmation, malgré l'excellente programmation. Il n'est pas sur ce qu'on connaît déjà du festival ou pour les gens qui ne sont jamais venus, de ce qu'ils ont entendu parler du festival. Le plaisir, il est là où on s'en attend pas. Où ce que tu te pointes là, tu n'as aucune idée de tout ce qui peut se passer dans ta fin de semaine. C'est tout là que ça se passe. Je pense le grand plaisir, parce que tu vois la programmation, tu t'attends, tu vas aller voir le show, tu as envie de le voir, tu es content, c'est ce que tu voulais voir. Mais toutes les à côté de ce qui n'est pas inscrit nulle part, de ce qui est personnel à chacun, ils vont venir découvrir, chacun va ressortir du festival avec son expérience, sa rencontre, son moment. Puis ça, c'est les gens qui se le créent, mais c'est le festival qui le crée pour les gens, parce que c'est rare. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques festivals à travers le Québec, mais c'est le plus gros. Et en premier lieu, moi, ça a toujours été ça. Pour moi, c'est la rencontre ultime de la grande famille de la musique trad du Québec. C'est là où tu peux rencontrer ceux que tu n'as jamais la chance de voir, qui font de la même affaire que toi comme musicien, je parle. Je parle comme musicien. Fait que j'imagine pour les gens, le public, qui ne font pas de musique, mais qui sont mélomanes, qui aiment un puis l'autre, c'est le moment de toutes les voir là à peu près en même temps, parce que tu sois engagé par le festival ou non, c'est sûr que quand tu aimes la musique traditionnelle, en étant musicien, en étant professionnel, disons un musicien, je vais avoir envie d'aller au festival, même si je ne fais pas partie de la programmation, parce que c'est un momentum qui se passe là, t'sais. Fait que quand tu te promènes à travers le festival, c'est fou le nombre de visages et le nombre de mains que tu serres et le nombre de discussions que tu n'as aucune idée avant d'ouvrir la bouche et qu'est-ce qui va se parler. Ça nous mène... C'est fantastique. C'est des feux d'artifice à ce moment-là. Fait que je pense que pour les gens, c'est
c'est hors du standard d'acheter ton billet puis aller t'asseoir dans la Ouais. salle de spectacle, de regarder le spectacle, puis quand c'est fini, tu t'en vas chez vous. C'est pas ça. C'est que ça dure toute une journée, Voilà. toute une fin de semaine. Une expérience musicale puis humaine. Humaine Assez, incroyable. ouais. Puis on est tous. Puis tu sais, c'est un commentaire que je reçois souvent, c'est qu'on est tous sur le plancher des vaches. Ouais. Tu fais ton show sur la scène principale, mais 30 secondes après, tu vas être en train de prendre une bière au bar avec une personne que tu Ouais. connais pas. Puis c'est cette proximité-là que crée le festival, mais la musique, on est des gens qui s'inscrivent dans cette façon de faire. Là. Ouais. C'est très accessible pour tout le monde, puis je pense que tout le monde en profite, les jams en fin de soirée, parce que c'est tout le monde, c'est comme, tu vas être assis à côté d'André Marchand que tu connais pas, mais qui va jouer les guitares là, puis tu vas chanter ta chanson, il va t'accompagner. C'est des moments Ouais. uniques qui se passent là pour tout le monde. Eh ben, merci, Michel. Écoute, Grand plaisir. ça a été Jean-François. vraiment un beau moment. Toujours, il faudrait se voir plus souvent à Saint-Côme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est... Hein? Il faut bien venir à Joliette, tu vas voir. Ben, merci beaucoup. Et puis, Grand plaisir. bon festival, Michel. Et Merci. puis, à Cheers. très bientôt. Ouais. Cheers. Hey, à très bientôt.